Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Peut-on prévenir les dérapages des grands projets TI? Donc, ça fait suite à un épisode que l'on a fait le 31 août 2023, l'épisode numéro 37. Si vous avez de l'intérêt, là, vous tapez sur YouTube les défis des grands projets TI, vous allez trouver la vidéo. Et ce que je faisais à ce moment-là, c'est que je parlais de différents projets qui étaient en cours de réalisation et on a fait un peu l'apologie de ces projets-là, des défis qu'ils avaient rencontrés et comment ces projets-là pouvaient, dans certains cas, devenir problématiques. Et ouais, Danny pourrait nous en parler, mais check bien ça de quoi on va parler. Ça va être pas mal solide de ce soir, Danny. Donc, la raison pourquoi je reviens sur ce sujet-là, c'est l'actualité m'a comme mis en pleine face, en partie, ce que j'avais dit il y a 2 ans, mais on va remettre à jour et on va écouter un peu ce qui s'est dit dans le cadre des projets qui sont en cours et qui sont problématiques. Donc, déjà en 2018, le Journal de Montréal avait fait une analyse de différents projets, grands projets. Donc, le projet GIRES, qui est le SAGIR, qui devait coûter 83 millions et finalement avait coûté 1,2 milliard. Là, c'était estimé en 2018. 83 millions puis Wow. 1,2. Ouais. On n'est pas le double, là. On est très, très loin. Oui. Ça, c'est le GIRES, si je me souviens bien. C'est tout le changement au niveau des télécommunications, puis tout du réseau là, du gouvernement là, qui datait, là, si je me souviens bien. L'uniformisation des systèmes informatiques du gouvernement. Donc, c'était vraiment un projet d'ampleur. Et je peux vous dire que pour avoir travaillé dans certains bâtiments du gouvernement, moi aussi, là, au niveau de la DPJ, par exemple, c'était pas rare de voir un gars de TI décider d'avoir une deuxième connexion Internet, d'appeler Vidéotron, de passer ça dans des dépenses parce qu'ils avaient besoin d'un autre accès que l'accès prévu initialement par les TI du gouvernement qui était trop contraignant pour faire leurs tests ou certaines actions. Donc, ils se faisaient rentrer une autre connexion parallèle. Et ils géraient vraiment là. Eux autres, ils avaient besoin de ça pour avancer. C'est pas nous autres qui payent. Non, mais tu sais, on reviendra, là, tu sais, ils ont-tu raison, ils ont-tu tort? Probablement qu'en partie, ils ont raison, en partie, ils ont tort, là, mais il y a un paquet d'éléments qui justifient ça. Le projet SIC d'Hydro-Québec, j'ai travaillé sur l'appel d'offres. Je vais vous en revenir. C'est un projet qui était prévu pour 270 millions au départ, c'est ça l'entente. Finalement, ça a coûté 470 millions en 2018. On va y revenir. Et finalement, le fameux chantier CASA, qui est le SAQ, le SACLIC. Ça clique. En 2018, on disait ben ça devrait en principe coûter 492, 500 millions, là, si on fait un chiffron. C'était ça qui étaient les chiffres. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, cette semaine, juste avant, on va aller voir un petit reportage rapidement qui résume un peu les enjeux. Un petit reportage qui est passé aujourd'hui à TVA Nouvelles. Puis après ça, on va aller plus en détail dans le projet SAQ Click et avec les enjeux que ça représente. Donc, sur ce, juste avant, on va aller aux premières vidéos. C'est JE ce soir où on va parler de ces automobilistes concessionnaires automobiles qui éprouvent encore de la difficulté avec SACLIC. Elisabeth, encore aujourd'hui, vous avez rencontré des gens qui ont des histoires complètement choquantes. Oui, donc ça fait 2 ans, hier que la plateforme a été lancée. On se souviendra tous des longues files d'attente, du fiasco, de la catastrophe que ça a provoqué. Et là, 2 ans plus tard, vous pensiez peut-être que c'est réglé, mais non. On s'est rendu compte que les problèmes perdurent. Et nous, on est allé rencontrer ces gens-là qui ont vécu les dysfonctionnements du système SACLIC à l'automne 2024 et même aussi récemment, là, qu'en janvier dernier. Donc,
On s'est rendu compte qu'il y a des gens qui n'ont jamais reçu leurs avis de renouvellement de permis de conduire, d'immatriculation. On a rencontré un homme qui a été contraint de payer son permis de conduire en double, un autre dont le véhicule a carrément disparu du système pendant 3 mois. Oui. Et donc, moi, je suis allée rencontrer aussi un expert en informatique et je lui ai demandé, mais comment on peut expliquer ce genre de problème-là? On peut l'écouter. On parle souvent de transactions qui disparaissent. Ouais. Un permis de conduire qui a été payé, mais la transaction a disparu. Comment on peut expliquer ce genre de problème-là? Pour moi, il n'y aurait pas d'excuse. Stéphane Hamel est expert en informatique et professeur à l'Université Laval. Les bases de données n'ont pas de secret pour lui. C'est la base d'être capable de retracer la source d'une transaction. Sinon, on s'expose justement à des problèmes comme ça, ou on s'expose même à des fraudes aussi. L'analogie que j'aime faire, c'est de dire, dans le fond, une immatriculation, c'est quoi? Un permis de conduire, c'est quoi? C'est un abonnement. Que ce soit un abonnement mensuel ou annuel, le principe est le même. On a un client, on a un droit, on veut associer les deux, on veut un historique. Puis ça, c'est commun dans à peu près toutes les entreprises. Non, puis on a vu aussi de multiples témoignages qui vont être diffusés ce soir. La SAQ répond quoi à tout ça, Elisabeth? La SAC me dit qu'elle est évidemment consciente des désagréments sur sa clientèle, mais elle fait valoir qu'elle a réussi à régler plus de 90 des problèmes qui ont été identifiés au cours des 2 dernières années. Elle me dit que la plateforme devrait être 100 fonctionnelle d'ici la fin du mois de mars. Par contre, dans le rapport de la vérificatrice générale qui a été dévoilé hier, elle parle plutôt du mois de décembre 2025 pour amener le nombre de problématiques à un niveau acceptable. Donc, vraiment, ça reste à voir. Et on va vous voir ce soir à JM. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci. Salut. Donc, ça résume un peu. les déboires de sa clique. Ouais, puis moi aussi. Voilà un mois. Ah oui, toi, c'est voilà un mois. Moi, c'est à l'automne. J'ai appris que mon permis était suspendu. Il était pas payé depuis 3 mois. OK. Mais tu n'avais jamais reçu de renouvellement, quoi? Non, puis je suis arrivé là-bas en panique, tu sais, puis ils m'ont expliqué, ah non, tout courant, je me rappelle pas c'était quoi l'histoire, là, mais c'est quand tu renouvelles, ils reportent pas le paiement dans le compte de manière automatique. Ce qui fait que moi, ça fait des années que je paye par prélèvement bancaire. Oh, oui, puis non, il ne le refaisaient pas. Puis il l'a pas fait. Fait que là, j'ai fait comme ça. D'habitude, tu poses pas de questions, là. C'est genre juste si tu changes de banque ou whatever. Oh, oui, mais non. Mais là, le renouvellement, c'est pas fait. Fait que j'ai été comme 3 mois sans payer. J'aurais pu me faire arrêter, tower, puis tout le kit. Moi, c'est pire que ça. L'année passée, changement de propriétaire d'une voiture. Ma belle-mère est décédée. Changement de propriétaire. La SAQ fait le changement, paye les immatriculations. Tout est beau. Le transfert est fait. Et là, on reçoit un avis que les plaques n'ont pas été payées sur la voiture. C'est comme... Mais là... Mais voyons donc. Mais voyons donc. On se rend sur place. Finalement, on vous a remboursé, donc vous devez leur payer. OK, mais pourquoi vous avez remboursé? On ne le sait pas. On le sait pas, ouais, c'est ça. Réponse de Maillet. Fait que tu viens de rajouter une transaction dans le système, 2 transactions, une de remboursement, puis une après ça de repaiement, en plus d'avoir pris un rendez-vous de quelqu'un qui avait peut-être quelque chose de plus urgent. En tout cas, tout ça pour dire que... Il faut que je te raconte un autre, Patrice. Cette semaine, j'ai rendez-vous avec sa clique et je prends une photo pour mon assurance maladie. Et moi, quand je suis allé à la SAC pour me payer mon permis alors que ça faisait 3 mois qu'il n'était pas payé, j'étais super... écoute, c'était impressionnant parce que la madame me dit, moi, je m'attendais, tu sais, genre, d'habitude, quand tu ne payes pas ton permis pendant 1 mois, 2 mois, la règle, c'est que tu n'as plus le droit au prélèvement automatique, puis il faut que tu payes l'entièreté du montant qui reste à payer. Puis la dame, elle m'a répondu, elle dit, ben non, elle dit, je vais reporter le montant total sur le nombre de paiements qui reste, puis stressez-vous pas avec ça. C'est comme, ah, wow, il y a quand même du bon dans l'histoire. Du bon là-dessus. Ils sont quand même au courant que ça va pas super bien, donc ils sont un peu plus lousses sur certaines règles. Et j'en ai profité pour demander, je disais, je reçois mon renouvellement d'assurance maladie dans quelques semaines. Est-ce que je peux faire changer ma photo? Puis là, elle me répond, ben non, on fait plus ça, les photos, depuis la pandémie. Là. Vous n'avez pas besoin, si votre photo est encore bonne. Puis là, j'explique, j'écoute, ma photo date de presque 9 ans, 10 ans. Puis je me ressemble plus, Patrice. Et là, je vais t'expliquer mon problème. Moi, j'ai un compte Facebook créateur.
Puis quand tu as un Facebook Tu créateur... as besoin de tu ton reçois- permis. Oui. Aussitôt que tu changes ta photo de profil, tu as besoin de ton permis. Et Je là, comprends. moi, je peux pas mettre une petite face avec des bonhommes, n'importe Non, quoi. non, Il faut non, que non, la non. photo que je mette, il faut qu'elle me ressemble. Parce qu'il compare. Et là, oui. Facebook, il compare ma photo de permis de conduire avec la photo que j'upload. Puis là, ça commence à accrocher parce qu'une fois de temps en temps, il me répond Tu c'est te pas la même ressembles pas, tu te personne. ressembles plus, ouais. Et là, j'ai demandé à la fille de la SAC, y a-tu moyen de le changer pareil? Parce que là, ça commence à me provoquer des problèmes au niveau de l'authentification en ligne, ces choses-là. Puis là, elle m'a dit, oui, on va te le changer pareil. Il y a moyen de faire. Tu viendras nous voir, puis on va t'arranger ça. Mais c'est le genre d'affaire que, tu sais, il n'y a pas de catégorie pour ça en ligne quand tu fais la demande. Là. Ouais, c'est ça. Donc, pour revenir au sujet qui nous préoccupe, les dépassements de coûts est-ce que les projets TI, comment on peut éviter les dérapages? On va écouter ce que Luc Ferrandez avait à dire au sujet de la SAQ et aussi d'Hydro-Québec. Il faut comprendre que j'ai travaillé sur l'appel d'offres d'Hydro-Québec. J'ai travaillé avec Luc Ferrandez, il travaillait sur notre équipe. On a travaillé quelques semaines, mais après ça, il est allé sur le projet. Moi, je suis allé sur d'autres choses, mais je suis quand même au fait de ce qui s'est passé avant et en partie pendant, là, parce que j'étais dans la compagnie qui s'occupait de faire l'implantation. Donc, on regarde, on écoute ce qu'il a à dire et on va s'en reparler après. Luc, il faut parler du fiasco SACLIC, le fiasco du virage numérique à la Société de l'assurance automobile du Québec. La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, a publié son rapport hier. Écoute, 1 demi-milliard de dépassement de coûts. L'équipe qui dirigeait cette transition numérique a caché des informations cruciales au conseil d'administration, à la haute direction. On a fait à croire que ça allait bien. C'était complètement faux. D'abord, Carl Malenfant, qui était le patron là, qui gérait ça, j'ai vu qu'il a travaillé chez Hydro-Québec. Oui. Toi aussi, tu as travaillé à Hydro. Le connais-tu? Ben oui, très bien. Donc, c'était le numéro 2 du projet SIC. Projet SIC qui a connu des dépassements de coûts À Hydro. extraordinaires. Puis c'est la même problématique. Là. L'affaire, c'est que c'est pas nécessairement juste la faute de Carl Malenfant ou de Caroline Foldesbusque. C'est comment que ça fonctionne, cette patente-là, OK? C'est que, généralement, les élus comprennent rien. R-I-E-N. Même la direction comprend rien. R-I-E-N. Je t'arrête une seconde. Ouais. Je lisais ça, le rapport. C'est ça quoi ça me fait penser? Quand on est des simples travailleurs, puis qu'on a un problème avec notre poste informatique, puis qu'on fait venir les gars de l'informatique ou les filles, les quelques filles de l'informatique, il y a une asymétrie de l'information. Je te dis pas qu'ils font mal leur job, les techniciens. C'est pas ça du tout. Ils parlent, tu comprends pas. Mais je comprends. Imagine à grande échelle. Un projet qui vaut 1 milliard, imagine-toi comment tu comprends pas. Moi, ça m'est arrivé ça aussi, de rien comprendre, fait que je veux pas non plus me jeter de la pierre. Un jour, on m'est venu passer le document sur la grande usine de filtration des eaux dans l'est de la ville. Puis il me dit, ça va coûter 400 millions, il n'y aura pas de dépassement de coûts. Je regarde ça, je dis, mais il me semble que j'ai pas d'informations pour répondre à ça. Oui, crois-moi, mais là, on est rendu à 800 millions, là. 800 millions. Je veux dire, j'avais aucun élément pour juger. Mais les élus n'ont aucun élément pour juger, puis je vais te dire pourquoi. Ce qu'ils ont sans doute fait, la façon d'augmenter les budgets sans que ça paraisse, c'est qu'ils ont séparé la phase de développement puis la phase d'implantation. Ils ont un budget global, autour de 600 millions, puis là, ils disent, OK, on est correct, on va le faire, mais on ne met pas l'implantation dedans. Ou alors, une autre façon, on ne met pas non plus... Il y a des fonctionnalités qui vont arriver plus tard. Il y a des fonctionnalités... Tu sais, le système, comment ça fonctionne, là? C'est un ensemble de dossiers. Tu as un dossier client. Pour chaque transaction que tu fais, tu vas chercher un permis, tu vas chercher une licence, tu fais un accident, il y a une information qui rentre dans ton dossier client qui génère une facturation. Ça, c'est la base. Après ça, tu as toutes sortes de maudites patentes qui sont attachées à ça, toutes sortes d'autres fonctionnalités. Si tu remises ta voiture, si tu la remises pas, si tu l'achètes chez un concessionnaire qui, lui, venait juste de la anyway. Fait que là, tout ça, toutes ces fonctionnalités-là, ils l'ont sorti du périmètre. En les sortant du périmètre, il va falloir que tu les développes plus tard. Fait que ton budget qui devait couvrir ces fonctionnalités-là ne les couvre plus. Alors, plus tard, il va falloir que tu rajoutes du budget. Fait que ça cache le fait que tu es en train de dépasser les coûts. Je recule la cassette un peu. Vas-y. OK. Carl Malenfant, c'était le VP. C'est lui qui a piloté ce fiasco épouvantable qui va nous coûter au bas mot 1 demi-milliard de dépassement de coûts. Ouais. OK? Pour une patente qui marche, selon la VG, là, moins bien qu'avant. Ça, c'est grave. OK, ça, c'est grave. Quand il était à Hydro-Québec, il est parti sur un fiasco. Oui. Ça, là, c'était documenté là, à la fin du mandat des libéraux de M. Couillard. Ça commençait à sortir. Est-ce que c'était justifié de l'embaucher, M. Malenfant,
à la SAC? Bien, lui, il pouvait dire, premièrement, je n'étais pas le responsable du projet chez Hydro-Québec, j'étais numéro 2, 1. Deuxièmement, il pourrait dire, j'ai appris de mes erreurs, 2. Mais en fait, c'est pas tellement ça qui s'est passé. C'est que tout le monde qui travaille dans les systèmes d'information, généralement, c'est des systèmes SAP. Quand c'est cette grosseur-là, Oui, là, mais ils ont tous une conviction profonde. C'est que, premièrement, leurs vis-à-vis ne comprennent rien, ne comprennent pas leurs difficultés. Laisse-moi travailler. C'est ça qu'ils disent tout le temps. Laisse-moi travailler. Fait qu'ils cachent l'information pour que tu le laisses travailler. C'est ça, OK? Troisièmement, ils savent que le produit final, puis ça, c'est vraiment important, c'est crucial, puis la VG l'a dit, ça. Elle a compris ça. Le produit final ne correspondra pas à tes attentes. C'est impossible. Les attentes qu'on t'a vendues, là, ça ne marchera pas de même. Un système SAP, tu ne peux pas le corriger. Non, mais attends une minute. SAP a conseillé la SAAC sur ses besoins, puis après ça, elle a eu une partie du contrat pour mettre en place. Voyons, il y a un conflit d'intérêts. Là. Exactement. Comment ça fonctionne, c'est que là, les gars de la SAQ disent non, on n'a pas les capacités pour implanter ça, on ne connaît pas les fonctionnalités des SAP, la façon dont ça fonctionne, on ne les connaît pas. Donc, venez nous accompagner. Fait que là, tu as 200 consultants qui rentrent. 200. Ça, c'est à 1500, 1600, 1800 $ par jour, OK? Chacun, puis ils travaillent 8 ans, 10 ans là, dans la compagnie. Là, ensuite de ça, puis une autre façon de tricher aussi, c'est de dire que ceux qui travaillent de la compagnie, que tu as libérés pour le projet, tu ne calcules pas leur salaire dans le projet. Ça, je te le dis en parenthèse, on continue. Donc, à la SAP, ils disent, bien, quelle fonctionnalité vous allez être capable de remplir? Puis la réponse que ça peut être SAP, mais ça peut être un autre système. Un autre consultant. Ouais, ça peut être toujours, bien, parle-moi pas de tes besoins, moi, je vais te parler de mes capacités. Fait que là, tu l'assois à la table, OK, c'est quoi qui est capable de faire ton système? Fait que là, il dit, bien, regarde, ce besoin-là, je suis pas capable d'y répondre, mais je peux le contourner de cette façon-là. Et donc, c'est lui qui finit par décider de tes besoins. OK. Je regarde là, des projets numériques, là, Dossier Santé Québec. Il y en a plein, OK? Ouais. Là, il y a, ça va devenir l'éléphant blanc des éléphants blancs, là, ça clique, là. Dans le fond, la relation entre le gouvernement et les gens qui font l'architecture informatique en consultation, là, c'est... La relation, c'est le consultant dit « Ferme ta gueule, puis donne-moi le NIP ». Exactement. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis là, toi et moi, puis nos auditeurs, on a compris à peu près 60 % de ce qui s'est passé là, en 2 minutes, OK? Comment ça se fait que Kerr, lui, il n'a pas compris? Écoute, Kerr n'est pas le ministre responsable de la Société de l'assurance automobile du Québec, mais je le rappelle, puis je vais taper sur ce clou-là, Luc, puis tu fais bien de le rappeler. Quand M. Kerr était simple député de la Pelletrie, c'est lui qui talonnait le gouvernement sur tout ce qui était informatique. Le gouvernement libéral, les dérapes, les dépassements de coûts, etc. Tu l'écoutais parler, là, lui, il allait régler ça. C'est ça. Puis il n'a même pas été capable de comprendre que les coûts d'implantation n'étaient pas inclus dans le budget global. Il n'a pas été capable de comprendre qu'il y avait des fonctionnalités qui avaient été retirées, puis maintenant, il va falloir les faire. Fait qu'il va y avoir un surplus qui va aller jusqu'à un point menu. Ça prend 2 minutes à comprendre. C'est quoi? Ça s'appelle la réduction de compte. La VG, elle a dit. Il n'y a pas eu de réduction de compte. Il n'y a personne qui s'est assis dans une salle en disant tu vas me parler jusqu'à temps que je comprenne. Pas parler pour que je comprenne rien. Quand on a dit on vous a caché de l'information, là, oui, elle était cachée, l'information, mais en dessous d'une feuille. Elle n'était pas cachée profondément. OK, toi, tu penses qu'à la SAAC, on aurait dû trouver quelqu'un pour poser les bonnes questions? Bien, OK, première question, facile, tu vas voir. Une question. Est-ce que le développement du système inclut son implantation? Une question. Ils n'ont pas posé. Éric Kerr était où? À la campagne. Lui, Éric Kerr, là, je m'excuse, mais il ne voit pas l'autre bord de ses lunettes. Là. Il va falloir régler un petit problème avec lui. Il ne voit pas l'autre bord de ses lunettes. Donc, c'est excellent. C'est un peu le résumé de ce qui s'est passé dans les derniers jours sur le projet SACLIC avec le rapport de la vérificatrice générale qui n'a jamais vu des dépassements de coûts aussi grands. Au point où là, il y a même probablement une enquête de l'UPAC et peut-être même des policiers à savoir si il y a des actes criminels qui ont été... des actes criminels et autres. Oui, parce qu'il y a de l'information qui n'a pas filtré, qui n'a pas été envoyée. Donc, ça, c'est criminel. Donc, de ce côté-là, il semble y avoir du mouvement. On verra ce que les autorités feront à ce moment-là. Ce n'est pas le rôle de la vérificatrice de faire ça. Ça, c'est dit, Patricia. Là où ça m'amène dans tout ce débat-là, et ça amène beaucoup de bons points. On vient-tu côte à côte qu'on se voit? Oui, ça, tu vas voir ça. Non, j'ai pas d'autres vidéos. C'est ça. Donc, il y a tout le défi dans ces grands projets-là, que ce soit dans le privé ou que ce soit dans le public, là, de la prestation de services à temps matériel versus la responsabilité des consultants. Et les contrats sont faits de façon à ce que
les consultants offrent des services qui sont rémunérés en fonction du nombre d'heures qu'ils vont travailler, en fonction des équipements, en fonction des dépenses que ça va engendrer. Mais ce sont des prestations de services. Donc, parce qu'ils sont en mode consultation et non pas en mode de décision, ce ne sont pas eux qui décident qu'est-ce que le système doit faire, ils ne peuvent pas nécessairement être tenus responsables de s'il y a des dérapages. Parce que eux, ce qu'ils disent, c'est nous, on est là pour vous accompagner dans le processus. Donc, vous avez la responsabilité, d'avoir les bonnes informations, la bonne Ce qui est pas compréhension. Ce qui n'est pas faux. Mais non, Si tu parce développes que- de quoi, fais tes devoirs un peu avant. C'est ça, parce que sinon, tu ne vas pas dire à une compagnie de consultants développe le système, parle pas au client, puis au bout de la ligne, le client va l'utiliser. Ça ne marche pas. Là, tu sais. Donc, Puis je vais te faire une analogie poche, mais tu sais, en tant que propriétaire, tu achètes une maison, tu as fait inspecter. L'inspecteur, sa job, c'est voici le résultat de l'inspection. Rendu là, Oui. si en tant qu'acheteur, tu t'es pas informé ce que veut dire ton inspection ou à quel point ça t'impacte, c'est un peu ton problème. Là. exactement. Et c'est là où ça pose un certain nombre de problématiques, parce que la perception des gens, c'est oui, mais ces consultants-là sont payés grassement, puis ils doivent Ouais. livrer. Ben oui, ils livrent, mais ils livrent en fonction de ce qui a été entendu avec le client et ce que le client a décidé de changer, de modifier, d'ajuster, d'ajouter, d'enlever. Parce que des projets qui partent avec une cible A et qui finissent avec la même cible à la fin, c'est rare. Ouais, là. puis des fois, le portrait, tu as raison. Là, la consultation de départ sur ce qu'il veut, puis tu arrives en plein milieu du chantier ou au début du chantier, puis finalement, on a oublié ce bout-là, puis rajoute ça, puis ouais, on n'avait pas pensé à ça, puis ça peut changer aussi drastiquement tout le long. Là. Oui. Puis, tu sais, il parlait d'Hydro-Québec. Bon, j'ai travaillé sur l'appel d'offres d'Hydro-Québec. C'est le plus gros rappel d'offres que j'ai travaillé dans ma vie. On parlait de, je pense que c'était 1500 besoins d'affaires qui avaient été identifiés dans des processus. Au-dessus de 250 ou 350 questions différentes sur le fonctionnement. Ça avait été fait by the book avec une firme externe qui avait appuyé les employés à faire ce cahier de charges-là. Mais au bout du compte, quand tu essaies d'assembler ta solution pour que ça réponde à l'ensemble de ces besoins-là, c'est sûr que ça va accrocher à plein d'endroits là, parce que la représentation, tu sais, chacun des clients a leur propre processus. Ils ont tout le temps des façons de faire spécifiques. Puis même si tu leur dis, ben regardez, l'industrie fait ça de cette façon-là. Ouais, mais nous autres, on ne fait pas ça de même. Nous, on fait ça de même. Là, tu viens de changer la façon de faire avec des règles Tu viens de d'exception. rajouter 6 mois sur ton histoire parce que nous autres, on fait pas ça de même. Exactement. Tu sais, dans le cas de la SAQ, là, pour le renouvellement des permis et des immatriculations, il y a des pays, ou même, je pense que c'est l'Ontario, ou au Canada, ils ont décidé de faire le renouvellement aux 2 ans au lieu d'aux années. Ça veut dire que tu coupes en deux ton nombre de transactions. Là. Fait que ton volume de transactions, ton fameux abonnement, il est pour 2 ans, il n'est pas pour 1 an. Ce qui fait que tu as 2 fois moins de personnes qui se présentent au comptoir, donc tu peux gérer du volume à ce C'est une moment-là. belle façon de régler un problème de volume puis tout ça. C'est Exactement. niaiseux, mais des fois, c'est des petites idées de base. Oui, oui. L'autre chose, c'est que s'il arrive un litige, le client, lui, il doit s'assurer qu'il doit montrer patte blanche puis avoir à respecter toutes les règles et les bonnes pratiques pour être capable de dire ben j'ai fait mon bout. Et j'avais parlé dans l'épisode 37 brièvement d'un autre mandat que j'ai eu où je suis intervenu en tant que spécialiste dans une cause devant les tribunaux et j'ai retrouvé le jugement. Suite à mon avis d'expert, j'avais contribué à l'avis d'expert. Je n'étais pas l'expert, mais j'étais un contributeur dans l'avis d'expert. Et j'ai relu le jugement aujourd'hui et je me suis aperçu que le client nous avait mandaté pour essayer de trouver des failles. En gros, ils avaient acheté un système là, de type SAP, mais ce n'était pas SAP. Et ils avaient eu une entente avec le fournisseur de pouvoir démarrer le projet. Ça avait pris 6 mois pour qu'ils puissent négocier, analyser les besoins, puis après ça, dire voici le plan d'action. Et on démarre à ce moment-là. Et quand ils ont démarré le projet, le client leur a dit c'est parce qu'on n'a pas de place pour mettre l'équipe. Donc, on a besoin de quelques mois. Les équipements ne sont pas arrivés. Donc, ça a pris un autre 3 mois.
Mais pendant ce temps-là, les ressources que tu as besoin pour ce projet-là, là, ils ne peuvent pas être assis à leur bureau en disant ben, on va attendre. Là. Ils sont en train de trouver Non, des c'est bureaux, puis on va aller travailler sur d'autres choses en attendant. C'est comme dans la construction, dans n'importe quoi. On va s'occuper à faire d'autres choses. Là, on ne sera pas ici en train d'attendre. Ce qui fait que le projet avait eu un problème d'experts pour être capable de faire le travail. Puis bien évidemment, ces experts-là n'étaient pas disponibles au moment où le client a décidé de démarrer le projet. Tout ça pour dire que le projet a floppé. Le client n'a pas voulu payer le fournisseur de logiciels et de services et a décidé de contre-poursuivre pour de dédommagement pour les pertes encourues. Et finalement, il a perdu en cours. Oui, parce qu'il était responsable de la première partie du genre tu sois prête quand c'est le temps. Genre, faut que tu sois prête quand ça démarre. Puis c'est pas la compagnie que tu as embauchée qui va décider comment le système va fonctionner. Les contrats sont clairs. On est là pour accompagner, pour vous aider dans le processus, mais vous êtes maître d'œuvre. Là. C'est votre projet à vous, c'est pas notre projet à nous. Là. Sinon, le prix n'est pas négocié de la même façon. Là. On va multiplier par 10. C'est un projet clé en main versus projet fait sur mesure, c'est pas la même chose. Mais non, un clé en main, regarde, on va multiplier par 5, par 10, parce que je vais me padder pour être sûr que peu importe ce que tu vas me demander, je vais être capable de le faire. Mais sinon, on va y aller en fonction de où on va aller ensemble, puis on va s'ajuster en cours de route. Donc, c'est là où finalement, c'est pas facile de travailler dans ces contextes-là. Et ce que Luc Ferrandez amenait comme argument, c'est que les gens ne connaissent pas la technologie. Les gens ne connaissent pas les systèmes, les processus. Oui, ils connaissent leur travail, ils sont spécialistes dans leur travail, mais il y a un niveau d'abstraction qu'ils ont de la misère à faire pour être capables de rendre ces projets-là viables, fonctionnels et éviter les dérapages. Et ça, Patricia, on ne se le cache pas, là, puis j'en avais parlé dans l'épisode 37, c'est là où comme toutes les planètes s'alignent, là. Les fameuses bourses perspectives, j'avais parlé il y a 2 ans que le gouvernement avait décidé d'investir dans des postes clés, des formations clés à l'université, au cégep, pour des ingénieurs, pour des gens avec un baccalauréat en informatique, pour des enseignants, pour aussi des infirmiers et infirmières. Donc, il y avait différents types de métiers de formation qui manquent cruellement de gens qualifiés pour être capables de répondre à la demande. Et on a appris il y a quelques semaines qu'ils décidaient de mettre fin prématurément à ce projet-là de bourse. Et sais-tu c'est quoi la raison? Il n'y a pas d'augmentation significative des inscriptions. Donc, oui, les élèves, les étudiants qui étaient là avaient des frais de scolarité payés par le gouvernement, mais le seul programme qui a eu une augmentation significative, c'est en ingénierie. Mais dans tous les autres... Il n'y a pas plus qui est rentré malgré l'incitatif. Non. Donc, au bout du compte, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on a des étudiants qui ne veulent pas aller dans ces programmes-là, même si on leur dit on va payer tes études. C'est poche. C'est poche, hein? Tu sais, en technologie, là, Danny le sait, puis je l'ai répété plusieurs fois, là, il manque 50 000 professionnels au Québec, 200 000 au Canada, et ça va juste augmenter là, parce que avec les départs à la retraite et le fait qu'il n'y a pas assez de nouvelles personnes formées qui joignent les rangs, on n'a pas assez de monde, donc on est obligé de mettre des gens non qualifiés dans des postes de gestion et de décision. Là. Puis pas juste ça, Danny il me parle en privé, puis il me disait, écoute, au gouvernement, les salaires qu'ils offrent, ça accote pas le privé. Fait que, tu sais, je veux dire, fait que toi, t'es compétent, t'es ça coche, puis là, tu dis, hey, j'aimerais ça travailler au gouvernement, il me semble que je trouverais ça cool. Puis là, tu t'en vas là, puis t'offres 20, 30, 40 000 de moins que le privé. Tu fais comme, oui. Mais non, c'est ça. Puis, autre étude qui est sortie aujourd'hui qui est encore plus alarmante, puis c'est un autre sujet que je dis souvent, l'écart de diplomation entre les garçons et les filles au cégep. C'est sorti aujourd'hui. Le sondage détaillé sera disponible samedi, donc demain, dans le Journal de Montréal. On est rendu avec un écart de 13 points entre les filles et les garçons, mais là, on est au cégep. On n'est même pas rendu à l'université. Donc,
Et on sait que dans le domaine des technologies, c'est majoritairement des hommes, des garçons qui sont dans ces domaines-là. Ce qui fait que c'est alarmant. Là. Il y a un écart de plus en plus important. Là. C'est ça. Danny nous dit on embauche des consultants à 100, 120, 150, 200 $ de l'heure. C'est ça. Là, au bout du compte, il y a une rareté de ressources. On fait quoi? On va aller travailler là où on a une meilleure paye. Hein? Puis aller travailler au gouvernement, c'est quoi mes incitatifs? OK, peut-être j'ai plus de vacances, j'ai moins de stress, mes semaines sont moins chargées, mais encore là, j'ai-tu du plaisir à travailler si je suis pogné dans un système politique, dans un système de décisions qui sont prises par des gens qui sont peut-être pas qualifiés, qui fait qu'on ne sait jamais sur quoi on va travailler. Peut-être que pour certains postes, ça ne dérange rien parce qu'on fait le travail, mais pour d'autres qui aiment les défis, qui carburent aux défis, c'est pas évident. Là, travailler dans Ce que je comprends bien, ce que tu es en train d'essayer de tisser comme toile, là, c'est que pour régler un problème de surcoût, de développement, de mise en place d'un projet, c'est multifacette. Là. C'est l'incitatif des nouveaux des spécialistes, c'est le fait que l'équipe qui commande le projet se lave les mains un peu du suivi, de tout ça. C'est pas simple à régler. Là. Non, c'est pas simple à régler, mais la roue, c'est faut qu'il y ait plus de gars et de filles qui vont étudier pour les amener vers ces métiers-là, où là, ils vont avoir un impact positif sur le fonctionnement des technologies. Tu sais, dans les années 90, moi, quand j'ai gradué à l'université, l'informatique était présente dans les entreprises, ça, c'était pas un problème, mais c'était pas présent comme aujourd'hui avec l'Internet, avec l'IA, avec la mobilité, avec les appareils Bluetooth, le low energy, l'inventaire en temps réel avec des étiquettes RFID. Tu sais, on est dans un autre niveau, là, tu sais. Même réparer une auto dans quelques années, c'est pas un diplôme en mécanique qu'il va te falloir. Non, là. la mise à jour n'a pas passé dans le char, il part plus. Oui, c'est ça. Puis c'est pas juste, OK, on va déploguer le fil puis on va le rebrancher. Là. Il va y avoir, tu sais, oui, changer des pièces, ça va rester mécanique, mais en quelque part, pour être capable de trouver une problématique liée peut-être à un logiciel qui est associé à un mécanisme quelconque, puis de comprendre le fonctionnement entre le logiciel et le mécanisme, il va y avoir un défi. On parle des entreprises, là, au Canada, il va y avoir probablement un grand changement industriel qui va se faire. Mais ce changement industriel-là, ce n'est pas du monde qui vont rentrer dans les usines à travailler. Là. Ça va être des robots. Ça va être de l'automatisation gérée par des ingénieurs. Ces projets-là vont être gérés par du monde qui doivent connaître la technologie ou leur domaine technologique, que ce soit autant en santé pour une machine de scan, une machine pour traiter les cancers, que de l'autre côté, la machine d'assemblage de tels produits sur une chaîne de montage hyper complexe. Et où on veut que ce soit une efficacité telle qu'on a besoin juste de 20 personnes pour gérer l'usine, là, puis d'avoir des coûts raisonnables à l'exportation. Donc, c'est ça un peu qui est le défi. Là. Ça tourne tout autour du fait que depuis des décennies, il n'y a pas eu assez de gens qui ont été formés en technologie et qui ont été capables de prendre des postes importants pour être capables de gérer ça. Tu sais, dans les années 90, là, les responsables informatiques dans la majorité des entreprises, c'était les comptables. C'était ce qu'on appelle les CFO, les Chief Financial Officer. Exact. Parce que la majorité des systèmes informatiques dans les années 80, début 90, c'était surtout pour toute la partie comptabilité. Donc, c'est eux qui prenaient les décisions. Donc, tu avais des comptables qui prenaient des décisions pour des systèmes de bureautique ou d'autres types de systèmes dans les entreprises en informatique. Quand en réalité, il n'y avait aucune espèce d'idée. C'était quoi? Il n'était pas formé en informatique. Il était formé pour balancer des livres et d'être capable d'aller chercher le maximum en profitabilité basé sur des rapports. Donc, là, ça a changé avec les années, mais encore là, est-ce que ces dirigeants-là ont suffisamment de connaissances technologiques? Souvent, on va même comme Danny dit, plusieurs directeurs TI n'ont aucune connaissance en TI, souvent. C'est ça. Puis souvent, on sépare ce qu'on appelle le Chief Technology Officer, donc le chef technologique
de l'entreprise, du chef de l'informatique ou de l'information. Mais tu sais, à un moment donné, tu peux pas dire on va mettre juste le gars de technologie d'un bord, puis il ne gérera pas l'autre partie qui est les ressources, c'est un tout, là. C'est un tout. Non. Faut qu'on donne un gros coup de barre pour régler ça. C'est ça. En résumé, c'est ça. Donc, c'était ma revue des dérapages. Est-ce qu'on peut les éviter? Oui, on peut les éviter, mais c'est des projets tellement complexes, à multifacettes que Il va falloir qu'on fasse des gros efforts en amont. oui. Et il va falloir former des jeunes. Il va falloir que ces jeunes aillent chercher l'expérience. Parce que la prochaine génération de logiciels, ce n'est pas la génération de logiciels qu'on avait il y a 10 ans. Ça va être une autre génération de logiciels qui va faire autre chose. Et ce qui était peurant dans tout ça, c'est que si l'IA prend un trop grand place, ces gens-là ne penseront pas, vont utiliser l'IA et n'auront pas le jugement nécessaire pour être capable d'appliquer les bonnes solutions dans le bon contexte. Et finalement, vont devenir juste des serviteurs de l'IA pour de la connaissance. Là. Donc, c'est pas évident de ce côté-là. Donc, il y a un changement de culture, comme dit Danny, qui est à faire de son... Et oui, on a un autre utilisateur ici. C'est-tu toi qui gardons espoir? Oui, c'est moi qui ai écrit. C'est toi qui écris ça, OK. Donc, il faut quand même garder espoir. Mais ça résume un peu ma pensée. C'était cool. Je vais probablement revenir d'ici un an ou deux sur l'éducation, la formation. Je pense que c'est clé. On le sait, là, ceux qui sont dans le domaine, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Et en informatique, ça n'a jamais été aussi vrai. Là. Vous connaissez l'informatique, vous connaissez votre créneau, là, peu importe votre créneau, mais vous savez que vous avez le pouvoir sur votre salaire, sur votre horaire, sur le travail à faire, sur comment les collègues réagissent, parce que c'est facile aussi de déverser un problème dans le cours de l'autre, puis de laisser l'autre gérer parce qu'on sait exactement quoi faire, quand, comment. C'est ça. C'est l'accès à la connaissance qui est la clé dans tout ça. Gros sujet ce soir. T'étais passionné en salle. Oui, sur les Advil, Remisinus. Même sur les Advil, c'était impressionnant.